Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire un peu particulière, celle de deux protocoles réseau de chez Cisco, DTP et VTP. Ils ont été créés pour nous faciliter la vie, pour automatiser les choses, mais en réalité, ils cachaient des risques assez énormes. C'est une sorte de mise en garde, une leçon qui nous rappelle que parfois, la solution la plus pratique n'est pas toujours la plus sûre. Alors, pour bien comprendre, il faut repartir de la base, du problème fondamental. Imaginez qu'on ait deux commutateurs, des switches, et qu'ils doivent gérer le trafic de plein de réseaux différents. Dans une entreprise, par exemple, on a le réseau de la compta, celui du marketing, celui des ingénieurs. On les sépare pour la sécurité, pour l'organisation, grâce à ce qu'on appelle des VLAN. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est si j'ai 50 de ces réseaux virtuels, est-ce que ça veut dire que je dois tirer 50 câbles entre mes deux switches ? Non, bien sûr que non. Ce serait un cauchemar à gérer, impossible à maintenir et pas du tout pratique si on veut ajouter un 51e réseau. Et la solution à ça, heureusement, elle existe, c'est le VLAN trunking. L'idée est vraiment simple et élégante. On va créer une liaison spéciale entre les deux switches qu'on appelle un trunk. Il faut voir ça comme une grosse autoroute. Le câble, c'est l'asphalte, et sur cette autoroute, on a plein de voies de circulation, une pour chaque VLAN. Tout le trafic passe par le même câble, mais chacun reste bien dans sa voie. D'accord, donc le trunking, c'est la vie. Sauf qu'à l'origine, il fallait aller sur chaque port et lui dire manuellement « toi, tu es un trunk ». Pour éviter ça, Cisco a inventé le protocole de trunking dynamique, ou DTP. Son seul et unique but, que les switches se parlent entre eux et décident tout seuls, comme des grands, si la liaison qui les relie doivent devenir un trunk ou pas. Et pour que ça marche, DTP a deux modes principaux. Le premier, c'est Dynamic Auto, il est passif, en gros, le port attend, et si son voisin lui propose de faire un trunk, il dira oui. Le deuxième, c'est Dynamic Désirable. Lui, il est actif, il ne va pas attendre, il va de lui-même envoyer des messages pour essayer de former un trunk. La différence est fondamentale. L'un attend qu'on lui parle, l'autre engage la conversation. Et ce tableau, il résume tout. Si les deux ports sont en mode auto, donc tous les deux passifs, eh bien, rien ne se passe. Ils s'attendent mutuellement et le lien reste un simple port d'accès. Par contre, dès qu'un des deux côtés au moins est actif, soit en mode désirable, soit parce qu'on l'a forcé en trunk manuellement, alors là, la négociation aboutit et le trunk se forme. Il suffit qu'un seul prenne l'initiative. Et c'est précisément là que le piège se referme. Cette belle mécanique, cette poignée de main automatique entre switches, si pratique en apparence, ouvre en fait une faille de sécurité béante. Une faille qui peut être très, très facilement exploitée. Voilà le scénario de l'attaque. C'est d'une simplicité déconcertante. Quelqu'un de mal intentionné branche son ordinateur sur une prise réseau murale. Il lance un petit programme qui va faire croire à son ordinateur qu'il est un switch et qu'en plus il veut absolument créer un trunk, il se met en mode desirable. Le vrai switch de son côté est très souvent configuré par défaut en mode auto, il reçoit la proposition, il dit d'accord et hop, il crée un trunk. Le résultat est terrible. L'attaquant a désormais une porte d'entrée, une autoroute vers l'ensemble des VLAN du réseau. Toute la segmentation de sécurité vient de voler en éclats. Voilà pour DTP. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On passe au deuxième protocole, VTP, qui s'attaque à un problème complètement différent, mais tout aussi pénible pour les administrateurs. La gestion des VLAN à grande échelle. Quand on a des centaines de switches, créer et maintenir les mêmes VLAN partout à la main, c'est un travail de fourmi et c'est la porte ouverte aux erreurs. Et cette citation, elle illustre parfaitement le problème. Il faut s'imaginer la scène. On crée le VLAN pour le nouveau service Innovation. Super! Maintenant, il faut se connecter à la main sur 100 switches et taper la même commande, 100 fois sans faire une seule faute de frappe. C'est long, c'est répétitif et le risque d'erreur est immense. C'est pour éviter ce casse-tête que VTP a été inventé. L'idée de VTP, c'est d'avoir un chef d'orchestre. On prend un switch, on le nomme serveur. C'est lui qui va détenir la liste officielle de tous les VLAN. Tous les autres switches, on les configure en mode client. Leur boulot, écouter le serveur et copier religieusement sa base de données. Du coup, on fait une modification une seule fois sur le serveur et paf, c'est automatiquement propagé à tout le réseau. En théorie, c'est magique. Mais cette magie cache un danger qui est à mon avis encore pire que celui de DTP, un danger capable de mettre à plat un réseau d'entreprises entier en une fraction de seconde. Et tout ça à cause de la façon dont VTP décide qui a la bonne information. Le concept absolument central, c'est ce numéro de révision. C'est juste un compteur. À chaque fois qu'on modifie la liste des VLAN sur le serveur, ce compteur augmente de 1. Quand les switches se parlent, ils comparent leur numéro de révision. Et la règle est simple. Celui qui a le numéro le plus élevé a forcément la version la plus à jour de la base de données. Donc tout le monde doit l'écouter et se synchroniser sur lui. C'est la loi du plus fort du plus grand nombre. Ok, situation de départ. Notre réseau est en production, il tourne parfaitement, tout le monde travaille. Son numéro de révision est à 5, tout va bien. Et là,
Arrive le drame. Un technicien plein de bonnes intentions sort un vieux switch d'un placard pour l'ajouter au réseau. Ce switch n'a pas été allumé depuis des mois. Il a une configuration complètement obsolète, mais à force de tests dans le passé, son numéro de révision à lui est de 50. Et voici la catastrophe. À la seconde où on branche ce vieux switch, il se met à crier sur le réseau. « Hé tout le monde, j'ai la révision 50 !» Immédiatement, tous les autres switches du réseau, qui n'étaient qu'à la version 5, se disent « Oups, on est en retard, c'est lui le nouveau chef !» Et ils vont tous, aveuglément, effacer leur propre base de données VLAN, qui était la bonne, pour la remplacer par celle, vieille et vide, du nouveau venu. Le résultat ? Panne générale instantanée. Tous les VLAN de production viennent d'être supprimés. Avec des histoires pareilles, on comprend assez vite pourquoi aujourd'hui la communauté des professionnels réseau a complètement tourné le dos à ces protocoles. La conclusion est claire, le confort qu'ils apportent ne justifie absolument pas le risque qu'ils font courir. La bonne pratique moderne, c'est de revenir à une approche manuelle plus contrôlée. Au final, c'est ça le compromis. D'un côté, une promesse de facilité, d'automatisation, mais avec en coulisses un risque de sécurité et de stabilité qui est juste énorme, et des comportements parfois imprévisibles. De l'autre, la configuration manuelle. Oui, ça demande un peu plus de travail au départ, c'est certain, mais en échange, on obtient la sécurité, la stabilité et surtout un système qui est fiable et prévisible. Dans un environnement pro, le choix est vite fait. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, les règles d'or sont assez simples. Premièrement, on configure chaque port manuellement, soit en mode Access pour connecter un ordinateur, soit en mode Trunk pour relier deux switches. Deuxièmement, on désactive DTP explicitement sur les trunks. On n'en veut plus. Troisièmement, on n'utilise plus VTP, on gère les VLAN à la main ou avec des outils d'automatisation modernes bien plus intelligents. Et enfin, par précaution, si on doit manipuler un vieux switch, on le passe en mode transparent pour remettre son fameux numéro de révision à 0 avant de le brancher où que ce soit. Et toute cette histoire, elle nous amène à une réflexion qui va bien au-delà de ces deux petits protocoles. Dans un monde où on nous pousse constamment à tout automatiser, à tout rendre intelligent, il est crucial de garder un esprit critique. La vraie question, c'est de savoir où tracer la ligne. Où s'arrête l'automatisation qui nous aide vraiment et où commence celle qui, par sa complexité ou ses failles cachées, devient un risque inacceptable. C'est une question essentielle pour construire des systèmes qui ne sont pas seulement performants, mais surtout qui sont fiables et sûrs.